Bonjour, je m'appelle Félix Aguelimana et son projet est une production conjointe de l'Université d'Imen, donc l'école de droit de l'Université d'Imen. Le LHRC, et ça c'est le Centre de bénévolat pour la défense des droits de l'homme et des réfugiés, l'ILAP, le projet de parrainage de droits des migrants, et GFON, donc la justice pour nos voisins à Portland, Maine, aux États-Unis. Alors, cette série de vidéos vise à vous informer sur la procédure de demande d'asile aux États-Unis sans l'assistance d'un avocat. ILAP et le Centre de réfugiés ont également préparé un guide détaillé. Et le guide est rédigé en anglais, en français, en espagnol et en arabe, appelé Comment faire une demande d'asile aux États-Unis. Alors son guide est disponible sur le site web en ligne donc. Et donc, je vous encourage à lire son guide attentivement et regarder cette vidéo lorsque vous préparez votre demande d'asile. Alors, le but de cette série de vidéos est de vous enseigner donc les éléments basiques relatifs à la demande d'asile aux États-Unis, y compris les exigences légales, à savoir qui est admissible à soumettre une demande. Alors, la série comprendra également un aperçu par rapport à comment remplir donc, la demande d'asile nécessaire, comment écrire une déclaration personnelle, comment recueillir donc des épreuves à l'appui de votre cas et comment préparer votre entretien d'asile avec le gouvernement américain. Il est important pour moi de noter d'entrée que ces vidéos ne sont pas un remplacement d'un conseil d'un avocat qui connaît donc la procédure d'asile. Cependant, toute question individuelle au sujet de votre propre cas serait donc mieux répondue par un avocat compétent et ayant donc l'expérience en matière d'immigration. Je vous suggère en outre fortement de demander l'assistance d'un avocat pour demander l'asile si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, il y a les gens qui pourraient vous promettre qu'ils puissent vous aider à obtenir un asile. Donc, ils peuvent même vous facturer des frais. Personne ne peut garantir que vous recevrez l'asile. Alors, donc, faites attention aux gens qui vous promettent d'autres choses. Donc, veuillez ignorer et rester donc à l'écart de toute personne qui vous indique que vous devriez donc mentir dans votre demande d'asile. Même un petit mensonge dans votre demande peut conduire à un déni de votre asile, peu importe la taille que vous accordez à tel mensonge. Il est vraiment important de tenir donc à votre histoire et de dire la vérité. Alors, cette série de vidéos sur comment demander l'asile aux États-Unis est organisée de la manière suivante. Il y a une vidéo vous donnant un aperçu sur les exigences légales en matière d'asile aux États-Unis et qui est disponible à soumettre une demande. Il y a aussi une autre vidéo expliquant comment remplir le formulaire d'immigration qu'on appelle le I-589, qui est donc le formulaire exigeant que chaque demandeur d'asile doit remplir et soumettre au gouvernement des États-Unis. Il y a également une vidéo sur comment écrire votre déclaration personnelle, qui est un document où on vous explique, donc vous expliquez votre histoire personnelle, pourquoi vous demandez l'asile aux États-Unis. Et il y a également une vidéo sur la collecte donc, de preuves à l'appui qui appuie donc votre demande d'asile et qui pourra convaincre le gouvernement des États-Unis à croire à votre histoire personnelle. Il y a une vidéo expliquant comment déposer correctement votre demande d'emprunt auprès du gouvernement des États-Unis. Alors cette vidéo donc décrit également ce qui se passe après que vous ayez déposé votre demande, comment préparer à l'entrevue d'asile et comment et quand donc vous pouvez demander une autorisation de travail. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que cela signifie de demander l'asile aux États-Unis et qui est donc admissible. C'est un processus dans lequel vous pouvez demander à être autorisé à rester aux États-Unis et être protégé contre l'expulsion vers votre pays d'origine. Ceci est un processus confidentiel. Le gouvernement des États-Unis n'est pas autorisé donc, à partager des informations
avec les groupes externes qui peuvent chercher à vous nuire. Plus précisément, l'asile est une protection juridique accordée par le gouvernement des États-Unis aux ressortissants étrangers actuellement aux États-Unis qui ne peuvent pas l'entrer dans leur pays d'origine, soit parce qu'ils ont été ou ils ont peur d'être nuits physiquement ou psychologiquement. Donc, c'est la base de certaines raisons que nous allons vous expliquer. Alors, le préjudice que vous avez subi ou vous avez mal, que vous craignez donc, doit être causé par votre gouvernement ou un groupe que le gouvernement est incapable ou refuse donc, de contrôler. Un préjudice peut être physique ou psychologique. Alors, un préjudice physique est quand quelqu'un donc vous blesse votre corps. Par exemple, cela peut comprendre si vous avez été battu, kidnappé, torturé, détenu ou victime de violences sexuelles. Un préjudice psychologique est quand quelque chose vous arrive qui ne vous fait pas du mal à votre corps, mais négativement affecte vos pensées, vos émotions ou actions. Par exemple, vous pourriez avoir vécu un préjudice psychologique si votre vie était menacée ou si vous avez été témoin des membres de la famille ou quelqu'un d'autre proche de vous ayant subi un préjudice. Alors, une exigence importante du droit d'asile est que le préjudice passé ou que vous craignez à l'avenir doit être causé, donc la cause d'une ou plusieurs des raisons suivantes. C'est l'as, donc la race, c'est la couleur de votre peau ou votre groupe ethnique ou tribal. Donc votre groupe ethnique ou tribal peut également être considéré comme votre nationalité. Il comprend également les cas où un individu ou un groupe pense que ou croit que vous appartenez à une certaine tribu ou d'un groupe, même si vous n'y appartenez pas. Donc, deuxièmement, les croyances religieuses. Vous pourriez avoir subi de préjudice sur base de la religion que vous pratiquez, votre communauté religieuse ou votre patrimoine religieux. Peu importe la religion à laquelle vous vous identifiez, mais seulement que vous avez été nuit à cause de cela. Il comprend également les cas où un individu ou un groupe pense ou croit que vous suiviez certaine religion, mais même si cela donc n'est pas le cas. Troisièmement, c'est la nationalité. Ceci est défini comme votre citoyenneté dans un pays ou des pays, votre appartenance à certains groupes ethniques ou linguistiques. Il comprend également les cas où un individu ou un groupe pense ou croit que vous êtes donc un citoyen d'un pays ou des pays, même si vous n'aurez pas. Et quatrièmement, c'est l'opinion politique. Ceci est une croyance ou affiliation que vous avez concernant un groupe ou des mouvements sociaux. Le gouvernement des États-Unis a une définition large de ce qui constitue l'opinion politique et il pourrait inclure donc quelque chose pas directement lié à un parti politique. Par exemple, votre croyance sur les droits de l'homme ou votre participation à une manifestation pacifique. Donc, si vous avez peur de subir un préjudice ou vous avez subi un préjudice parce qu'un individu ou un groupe de personnes qui vous a apporté préjudice ou souhaite le faire pense ou croit que vous détenez donc une certaine opinion politique, même si cela n'est pas le cas, donc ça peut clarifier. Et cinquièmement, donc, c'est l'appartenance à un groupe social particulier. Et un groupe social est un groupe de personnes qui partagent quelque chose en commun, qui ne peuvent pas ou ne devraient pas changer. Des exemples donc d'un groupe social particulier comprennent donc la classe sociale, l'âge, les liens familiaux, le cran, le genre donc, et l'orientation sexuelle. Les groupes sociaux ne sont pas toujours faciles à identifier. Donc, par exemple, les personnes ayant une expérience partagée comme des survivants d'un massacre ou des employés d'une organisation ou d'une entité pourraient être considérés un groupe social particulier.
Comme avec les autres raisons, il comprend également les cas où un individu ou un groupe pense ou croit que vous êtes donc membre d'un certain groupe, même si vous ne l'êtes pas. Alors, comme je l'ai évoqué, même si vous n'êtes pas né dans le passé, vous êtes admissible à l'asile si vous avez une crainte fondée de préjudice physique ou psychologique, si vous revenez donc dans votre pays. Le gouvernement des États-Unis donc examinera si cette crainte est raisonnable en tenant compte donc de facteurs qui peuvent inclure si l'un de vos membres de la famille a été nuit, si vous avez été menacé dans le passé, s'il y a un modèle ou une pratique de préjudice contre les personnes de votre pays d'origine qui sont dans une situation semblable, que vous pourriez peut-être vous déplacer à un autre endroit de votre pays, de vivre en toute sécurité. Donc cette crainte de préjudice dans le futur, comme le préjudice dans le passé, doit être fondée sur les catégories que j'ai citées, donc plutôt à savoir la race, les croyances religieuses, la nationalité, l'opinion politique et l'appartenance à un groupe social particulier. L'appelez-vous si donc le préjudice que vous avez subi est arrivé dans le passé, ou si vous craignez le préjudice futur, vous devez montrer qu'il est causé par le gouvernement ou par un groupe ou une personne que le gouvernement est soit incapable ou refuse de contrôler. En d'autres termes, si vous pouvez aller à votre propre gouvernement pour aide et que votre propre gouvernement vous aidera, les États-Unis vous entendent à ce que vous puissiez demander donc leur aide plutôt que de se réfugier aux États-Unis. Dans le cadre donc de votre demande d'asile, vous devrez expliquer les efforts que vous avez faits auprès de votre gouvernement pour demander de l'aide et ce qui est arrivé, ou si vous n'êtes pas allé à votre gouvernement pour aide, donc vous devez dire pourquoi. Si le gouvernement est le groupe qui cherche à vous nuire, dans son cas, le gouvernement américain ne s'attend pas à ce que vous leur demandiez de l'aide. Cela a simplement besoin d'être expliqué dans votre demande d'asile. La vidéo de cette série sur comment préparer votre déclaration personnelle vous aidera à déterminer la meilleure façon d'expliquer votre histoire. Bien que le processus d'asile est long, donc pour beaucoup de gens, cela peut souvent prendre même des années, l'avantage le plus important est que si on vous accorde l'asile, vous pourrez rester indéfinitivement et légalement aux États-Unis. Donc l'asile permet également les personnes dont les demandes d'asile ont été accordées à amener certains membres immédiats de leur famille aux États-Unis. Par la suite, donc, d'obtenir éventuellement une résidence légale permanente, qu'on appelle donc le Green Card, et même la citoyenneté américaine. Sur la base de ce que je viens d'expliquer, vous devrez maintenant avoir une meilleure idée, à savoir si vous répondez aux exigences juridiques et factuelles pour être admissible à l'asile aux États-Unis. Alors, veuillez examiner le guide dont j'ai parlé sur le site web au début de cette vidéo, s'il y a donc des zones qui ne sont pas un peu claires pour vous. Aussi, notez qu'il y a donc quelques facteurs qui pourraient vous empêcher à obtenir l'asile. Certains de ces facteurs incluent si vous avez été aux États-Unis depuis plus d'1 an. Alors pour calculer votre délai d'1 an, il faudra soustraire un jour à compter la date à laquelle vous êtes entré aux États-Unis et puis ajouter 1 an. Par exemple, si vous arrivez aux États-Unis le 20 novembre 2014, votre demande doit être reçue par le gouvernement des États-Unis le 18 novembre 2015.
Dans cet exemple, si le gouvernement américain n'a pas laissé votre demande jusqu'au 20 novembre 2015, votre demande n'aurait pas respecté donc la date limite de dépôt d'un an. Donc gardez à l'esprit que si vous manquez son délai d'un an, il ne signifie pas que vous ne pourriez pas déposer votre demande. Vous pouvez le faire, mais vous aurez vraiment besoin de montrer des circonstances extraordinaires comme la maladie grave ou donc changement de circonstances, telles que la nouvelle condition qui s'oppose dans votre pays d'origine et qui cause maintenant de peur de retourner dans votre pays. Et donc vous expliquez pourquoi vous ne l'avez pas déposé donc, dans l'année qui a suivi votre arrivée aux États-Unis. Vous pouvez ne pas être admissible aussi si on vous a refusé l'asile par un juge d'immigration ou le conseil d'appel d'immigration. C'est au tribunal d'immigration, donc si on vous a refusé. Vous pouvez ne pas aussi être admissible si vous avez vécu en toute sécurité dans un pays, en dehors de votre pays d'origine, avant de venir aux États-Unis, et son pays donc vous offre le statut d'immigrant permanent. Vivre dans un autre pays en permanence signifie que vous aviez le droit de se déplacer librement dans son pays, donc, ainsi que de travailler ou poursuivre donc les études. Vivre en permanence ne comprend pas la vie dans un cas de réfugié ou si un statut donc, temporaire de visa. Vous pourriez également ne pas être admissible si vous avez voyagé à travers le Canada puis entrer aux États-Unis par la voie terrestre. Même si vous avez voyagé à travers le Canada par l'avion, donc, et il y a une escale dans un aéroport canadien, vous pouvez toujours être admissible à l'asile aux États-Unis. Vous pouvez aussi ne pas être admissible si vous avez commis ou vous êtes reconnu coupable de certains crimes. Toutefois, certains crimes donc rendent inadmissible à l'asile. Il est donc important de consulter un avocat expérimenté en immigration avant de demander votre asile si vous avez commis ou vous avez été reconnu coupable d'un crime. Également, vous ne pouvez pas être admissible à l'asile si vous avez porté préjudice ou ordonné donc à assister, à causer un préjudice à d'autres personnes à raison de leur race, de leur religion, nationalité, opinion politique ou appartenance à un groupe social particulier. Même si vous avez causé le préjudice parce que vous aviez été ordonné ou forcé de le faire, donc malheureusement vous ne pouvez pas être admissible à l'asile. Vous pouvez ne pas être admissible à l'asile si vous avez participé à des actes terroristes ou que vous êtes dangereux pour les États-Unis. Alors, si l'un de ces cas s'applique à vous, je vous demande, donc je vous invite à demander un conseil à un avocat d'immigration expérimenté.